Embrasse le doute. Doute que le doute est mauvais. Doute que tout ce que tu crois savoir est vrai. Doute que les règles que tu suis ne peuvent pas être brisées. Doute que la façon dont tu as toujours fait les choses fonctionnera indéfiniment. Le doute est la première étape vers la créativité. Le topic de la créativité a toujours été controversé. Les pragmatiques aiment penser que la créativité est un luxe qu'ils ne peuvent se permettre. On n'a pas le temps pour ça, on a un business à faire tourner, des KPIs à traquer, et c'est totalement justifiable. Pourtant, la créativité n'est pas un luxe. La créativité est une nécessité. Dans tout domaine académique ou non académique, et tout spécifiquement en business, l'innovation est la pierre angulaire du progrès. I hear this all the time, especially from CFOs. It makes me laugh every time. CFO, what's your priority? Efficiency and innovation. Good luck with that. Innovation is trial and error. Innovation is experimentation. Innovation is doing something that fails and fails and fails and sticking with it because we can see the light at the end of the tunnel. If somebody has unbelievable passion for something that they think can help the firm or change the industry, change the profession, why would we stand in their way? And we have a twisted definition of what innovation means anyway, right? Innovation is the application of technology or engineering or something to solve a problem. Alors une question me trottait l'esprit depuis un petit moment. Quelle est la compétence la plus importante pour prospérer dans le monde aujourd'hui ? Puis je suis tombé sur ce rapport du Forum économique mondial et il s'avère, mon ami, que la créativité est actuellement la compétence la plus recherchée. J'aurais tendance à être sceptique sur le sujet jusqu'à ce que je finisse par tomber sur un stack d'évidences indéniables, toutes pointant dans la même direction. D'un côté, nous avons l'Association de l'éducation nationale et le département de l'éducation des États-Unis qui étaient chargés de déterminer une chose. Quelles compétences la nouvelle génération a-t-elle besoin pour prospérer dans le 21e siècle ? Leur réponse ? Les 4 C. Créativité, critical thinking, collaboration et communication. Mais également, plus de 1500 CEO à travers plus de 60 pays ont été interrogés par des chercheurs d'IBM afin de savoir quelles étaient les compétences requises pour diriger une organisation. Une fois de plus, la créativité était la première réponse qu'ils donnaient. Mais ça ne s'arrête pas là, car l'étude de Adobe State of Create a montré que les créateurs et les personnes créatives étaient en moyenne plus accomplies, plus motivées et 34% plus heureuses que les personnes non créatives. Pour la toute première fois, la chose rendant les gens plus accomplis et plus motivés est devenue alignée avec ce que le marché recherche le plus. S'il y a bien une conséquence positive de l'évolution technologique, c'est bien celle-ci. Et on l'a rapidement constaté avec la montée en flèche du nombre de solopreneurs. La technologie permet aujourd'hui à une seule personne d'opérer un business qui aurait nécessité 10 employés à temps plein il y a 10 ans. La seule chose dont il a besoin, c'est d'un ordinateur, une connexion internet et sa créativité. Alors qu'est-ce que la créativité ? Le problème, c'est que le terme créativité, tel qu'utilisé couramment, est beaucoup trop vague. Il désigne des entités très différentes, ce qui entraîne une très grande confusion. Mais après avoir lu une douzaine de livres sur la créativité, j'ai enfin pu identifier une définition précise de ce concept qui reste pourtant si flou pour tant de personnes. Pour clarifier les choses, on va différencier la créativité avec un C minuscule de la créativité avec un C majuscule. Le premier usage de la créativité, donc avec un C minuscule, le terme très répandu dans les conversations du quotidien, réfère à une personne qui exprime des pensées qui sortent de l'ordinaire, qui sont considérées comme intéressantes ou stimulantes, ou encore des personnes qui sont talentueuses dans des domaines tels que les mathématiques, l'art ou la musique par exemple. Maintenant, la créativité avec un C majuscule représente plutôt un acte, une idée ou un produit qui amène à créer un changement dans un domaine existant ou qui transforme un domaine existant au point de créer un tout nouveau domaine. Ici, la définition de la créativité qui nous intéresse est donc le processus de développement de nouvelles idées qui ont de la valeur. Alors décortiquons cela ensemble. Le processus. La créativité n'est pas quelque chose que tu as, c'est quelque chose que tu fais. C'est un process. Et nous allons voir ensemble ce process. Ensuite, le développement de nouvelles idées. La créativité implique l'originalité, la nouveauté et l'innovation des idées. Et enfin, qui ont de la valeur. Le terme valeur signifie que l'idée apporte une nette différence positive pour quelqu'un en résolvant un problème, en clarifiant la compréhension, en suscitant une émotion forte ou en ouvrant le champ à de nouvelles possibilités. À l'instant T,
ou sur la durée. Donc voici un test rapide pour savoir si ton idée a de la valeur. Qui en bénéficie? Qu'est-ce qui s'améliore? Comment le remarquons-nous? Et quand? La valeur ne doit pas nécessairement être financière ou immédiate. Elle peut être pratique, gain de temps, cognitive, pour donner du sens aux choses, émotionnelle, l'apaisement d'une douleur ou la recherche du plaisir, sociale, aider les gens à travailler ensemble, ou stratégique, préparer les victoires futures. D'une façon ou d'une autre, ces idées doivent être utiles, concrètes et applicables. Donc la créativité n'est pas une compétence classique, c'est une méta-compétence, une compétence qui en englobe beaucoup d'autres. Donc aujourd'hui, nous allons voir pourquoi la plupart des gens ne sont pas créatifs. Et cela risque de te choquer. Ensuite, on va voir le processus suivi par les génies créatifs pour développer de nouvelles idées qui ont de la valeur. Et enfin, comment appliquer ce processus dans ton domaine d'expertise et ta personal brand pour devenir irremplaçable. 98% des gens ont perdu leur créativité. Après avoir fait mes recherches sur la créativité, je suis tombé sur une étude assez choquante menée par la NASA qui a vraiment complètement changé ma vision du monde. La NASA voulait mesurer le potentiel créatif de ses meilleurs scientifiques et ingénieurs, mais c'est là que ça devient intéressant. Les chercheurs ont décidé de soumettre ce test à un public complètement différent, à savoir des enfants. Ils ont testé 1600 enfants âgés de 4 à 5 ans et les résultats ont été stupéfiants. 98% de ces enfants d'âge préscolaire ont obtenu des scores correspondant à un niveau de génie créatif, selon le test. Ils étaient tous nés génies créatifs. Mais les choses sont devenues encore plus folles. Ils ont continué à tester ces mêmes enfants au fur et à mesure qu'ils grandissaient. À l'âge de 10 ans, seuls 30% d'entre eux obtenaient encore des résultats correspondant au niveau de génie créatif. À l'âge de 15 ans, ce chiffre est tombé à 12%. Et à l'âge adulte, seuls 2% des personnes avaient conservé leur niveau de créativité initiale, sur plus de 280 000 personnes testées. Alors prends le temps de digérer l'info. 98% des enfants naissent comme génie créatif, mais à l'âge adulte, seuls 2% l'ont conservé. La question est donc, mais où est passée leur créativité? Eh bien, selon Dr. Land, responsable de cette recherche, la créativité n'est pas quelque chose que l'on manque, c'est quelque chose que l'on a désappris. Il a découvert que notre créativité est quelque chose que l'on a été conditionné à perdre au fil du temps. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux la récupérer. Alors comment les génies créatifs pensent? Avant d'être arrivé à la définition de la créativité que nous avons évoquée précédemment, donc le processus de développement de nouvelles idées qui ont de la valeur, le monde avait une idée assez vague de ce qu'était la créativité. Les chercheurs ont pourtant passé des décennies à essayer de répondre à cette question. Mais c'est seulement au début du XXe siècle, lorsque le polymathe Henri Poincaré, fasciné par comment son cerveau résolvait des problèmes mathématiques difficiles, réalisa que son inspiration ou son impulsion créative n'arrivait jamais de nulle part. En réalité, il suivait un cycle bien précis en 4 étapes. Puis, en 1927, un nom a été donné à ce cycle, la créativité. Ces 4 étapes consistent en, premièrement, la préparation. Ici, un problème est identifié et le cerveau commence à explorer ses dimensions. Incubation. Le problème est passé du conscient vers le subconscient, où ce dernier établit différentes connexions. Et le système de reconnaissance de pattern, ou Pattern Recognition System, commence à examiner le problème. Puis nous avons l'illumination. Ici, une idée refait surface dans notre conscience, souvent à travers ce que nous appelons une illumination ou un insight. Et enfin, la vérification, le moment où cette idée est consciemment examinée, testée et appliquée à des problèmes concrets. Et donc d'une certaine façon, une personal brand est l'un des meilleurs moyens de développer sa créativité, parce qu'elle rassemble chacune de ces différentes étapes. Donc voici comment déployer ta créativité dans le contexte de ta personal brand ou de ton expertise. Tout d'abord, tu veux créer un projet, tu veux développer ta personal brand. Tout commence avec la phase d'identification. Ici, le problème est identifié et le cerveau commence à explorer ses dimensions. La créativité n'est pas quelque chose qui naît du calme, mais de la friction. La première raison pour laquelle la plupart des gens ne sont pas créatifs est qu'ils sont piégés dans une bulle de confort, les empêchant d'identifier de nouveaux problèmes à résoudre. La véritable créativité consiste à résoudre des problèmes. Lorsque la vie devient prévisible, notre cerveau cesse de chercher, cesse de résoudre des problèmes, cesse de créer, et le confort tue la créativité. Créer une brand, un business
ou lancer une nouvelle offre, ou démarrer un nouveau projet créatif, créer suffisamment d'inconfort pour raviver cette flamme de la créativité. Donc la créativité consiste à choisir un problème que tu as à cœur de résoudre. Elle donne un sens, car tu développes une vision claire de la direction à prendre et de l'objectif à atteindre. C'est pourquoi j'ai introduit cette vidéo avec le doute comme première étape vers la créativité. La première chose à faire est d'élargir ton champ des possibilités. Parce qu'un esprit fermé et rigide t'empêche d'identifier ces problématiques dès le départ. Et donc les personnes fermées d'esprit ne questionnent pas vraiment les choses. Ils disent « on a toujours fait comme ça ». Mais vraiment, est-ce vraiment le cas? Est-ce qu'on a vraiment toujours fait comme ça? Est-ce que Steve Jobs aurait inventé le premier iPhone s'il pensait de cette manière? Non, on utiliserait encore le BlackBerry aujourd'hui. Et donc les personnes créatives remettent en question l'ordre établi. La créativité est en plein essor parce que justement, trop peu de personnes remettent réellement en question les choses. Maintenant attention, je te vois venir. Évidemment, on ne remet pas en question les choses pour le simple plaisir de les remettre en question. Sinon, on finit juste schizophrène. On remet les choses en question dans le but de les améliorer, pour arriver à ce que nos amis anglophones appellent un breakthrough, ou une percée, ou une rupture dans le marché. Apprends les règles, brise les règles, puis redéfinis les règles. C'est pourquoi dans le domaine du marketing, les deux premières choses que l'on apprend constamment sont 1. Les règles du marketing, et deuxièmement, que le seul moyen de différenciation est de briser ces règles. En d'autres termes, quand tout le monde zigue, toi, tu veux zag. Une des meilleures façons d'illustrer cela, c'est l'histoire d'un entrepreneur autrichien du nom de Dietrich qui, lorsqu'il était en voyage d'affaires en Thaïlande, a découvert un soda local appelé Krating Daeng, si je le prononce bien. Dietrich a immédiatement compris le potentiel de cette boisson sur le marché occidental. Mais au lieu d'essayer de désespérément concurrencer des géants comme Coca-Cola, il a fait ce que tout bon créatif aurait fait. Il a remis en question l'ordre établi. Il s'est demandé comment faire les choses différemment. Il a réalisé qu'il n'était pas sur le marché des sodas, mais sur celui des boissons. Et que sur ce marché, il pouvait créer sa propre catégorie. Ce qu'il a fait. Dietrich a risqué sa carrière stable et confortable pour une toute nouvelle idée, non prouvée. Il a lancé Red Bull en 1984 et a créé un tout nouveau type de boisson, les boissons énergisantes. Et donc parfois la meilleure façon de devenir numéro 1 dans sa catégorie est de créer une nouvelle catégorie. Si tu veux explorer ce concept, je te recommande énormément le livre Blue Ocean Strategy, qui est un livre business fascinant sur comment créer sa propre catégorie. Alors demande-toi, qu'est-ce qu'aujourd'hui tu considères être vrai dans ta vie de tous les jours, dans ton domaine d'expertise ou dans ton business, qui ne l'est peut-être pas? Quel problème cela crée-t-il et comment cela t'empêche-t-il d'avancer efficacement vers ton objectif? On avait l'habitude en marketing de parler de Product Market Fit. Aujourd'hui, on parle de Founder Market Fit ou de Creator Market Fit, où l'élément différenciant n'est plus le produit ni le service, mais c'est toi, le créateur derrière ce produit ou ce service. En d'autres termes, c'est ta personal brand. Ici, ta créativité te sert à te différencier, à proposer de nouvelles perspectives et de nouvelles idées. Donc si tu ne sais pas dans quelle direction aller pour définir ta stratégie de branding, voici un prompt de stratège de branding IA complet que j'ai élaboré et qui figure dans Branding Mastery. Quoi qu'il en soit, ce prompt d'entretien stratégique fera cogiter ton cerveau sur ses idées afin d'alimenter ta phase d'incubation avec des questionnements pertinents sur ton positionnement. Ce qui nous amène à la deuxième étape, l'incubation. Comme le dit Steven Kotler dans The Art of Impossible, la créativité est toujours un processus de recombinaison. C'est ce qui se produit lorsque le cerveau assimile de nouvelles informations, les combine avec des informations plus anciennes et utilise les résultats pour produire quelque chose d'étonnamment nouveau. Ici, le problème est passé du conscient vers le subconscient, où ce dernier établit différentes connexions et le système de reconnaissance de pattern, ou Pattern Recognition System, commence à examiner le problème. En d'autres termes, ici, tu veux laisser ton subconscient travailler pour toi. Alors, je sais que les personnes fermées d'esprit se trouvent souvent frustrées lorsqu'elles sont confrontées à cette deuxième étape du processus de créativité. Ils se disent « Vraiment, le problème va se résoudre par lui-même comme par magie? Comment est-ce qu'on peut être aussi naïf ?» Mais en réalité, c'est parce qu'ils n'ont pas vraiment fait l'expérience par eux-mêmes. Ces personnes qui ont une vision tellement étroite ne réalisent pas que cette merveilleuse machine qu'est notre cerveau
est le résultat de milliers d'années d'évolution biologique visant à résoudre des problèmes complexes dans des environnements hostiles afin de survivre. Ton cerveau est programmé pour te donner la réponse que tu cherches à ton problème. Tu dois simplement apprendre à le laisser faire son travail et lui donner l'information et l'espace nécessaires pour que les idées qu'il contient puissent germer. C'est pourquoi Einstein disait « l'imagination est plus importante que le savoir ». Parce que l'imagination permet de faire émerger de nouvelles connaissances. Tout ce que l'on sait, tout ce que l'on crée, on l'a d'abord imaginé. Alors comment appliquer cela concrètement dans son domaine d'expertise ? Eh bien, tu veux établir des connexions cross-domaine. Prenons le cas où tu essayes de vendre ton expertise en ligne et que tu souhaites devenir plus unique, plus original. Pour y parvenir, tu veux initier donc cette deuxième phase, donc la phase d'incubation, qui est la deuxième phase du cycle de créativité de Poincaré. Et donc pour ce faire, tu veux consacrer 30 minutes par jour à la lecture de 30 pages d'un livre qui sort légèrement de ton domaine d'expertise habituel. Cela te permet d'activer le système de reconnaissance de schéma de ton cerveau. Ton subconscient recherchera des idées et des connexions. Tu prendras du recul par rapport au problème afin de le voir dans une perspective plus large. Tu es en mesure de voir une plus grande partie du système global dans lequel le problème s'inscrit. Tu n'es plus prisonnier de la vision étroite de ton petit domaine d'expertise, mais tu vois comment celui-ci s'articule avec d'autres domaines plus larges. Tu es moins focalisé sur les effets ou les symptômes du problème et davantage sur sa cause profonde, parce que tu es plus éloigné et plus détaché. Également, cela te permet de te positionner et de devenir unique. Lorsque tu commences à sortir des sentiers battus et établir des connexions, tu finis par trouver des solutions créatives qui créent une nouvelle catégorie. Et comme nous le voyons dans le monde d'aujourd'hui, il est plus important que jamais de devenir numéro 1 dans sa catégorie, en créant une nouvelle catégorie. Et donc, pour appliquer cela dans ton domaine d'expertise, tu veux tout d'abord adopter une compréhension holistique. Si tu es un spécialiste du marketing, au lieu de lire un énième livre sur le marketing, pourquoi ne pas commencer par lire un livre qui sort légèrement de ton domaine d'expertise habituel ? Pense-y une étape à la fois. Qu'est-ce que le marketing ? Marketing, c'est de la psychologie appliquée au monde du business. Donc, tu veux étudier un livre sur la psychologie humaine. Puis, tu peux faire un pas de plus en lisant un livre sur la psychologie comportementale. Tu veux également utiliser la reconnaissance de patterns. Si tu es graphiste et que tu crées des designs graphiques, qu'est-ce que signifie vraiment design ? Cela signifie créer intentionnellement. Et donc, qu'est-ce qui va de pair avec les graphismes ? Ce sont les mots. Donc, tu pourrais étudier la rédaction publicitaire, par exemple, qui est simplement le design des mots. Tu pourrais ainsi établir des connexions. Un exemple de principe du design est le principe de contraste. Le système de reconnaissance de pattern reconnaîtra ce même principe de contraste dans le copywriting. Par exemple, les avant-après mettant l'accent sur une transformation, ou encore une ancienne solution échouée vs une nouvelle solution réussie sont les équivalents de ce même principe de contraste. Lorsque tu établis de nouvelles connexions, tu crées ces aha moments et c'est comme si soudainement tout faisait sens et de nouveaux insights sont découverts. Cette pratique te rendra beaucoup plus créatif et contre-intuitivement bien meilleur dans ton domaine initial. Également, tu veux développer une compréhension plus approfondie de la causalité. Si tu es plutôt par exemple dans le domaine du fitness, c'est la même chose. Qu'est-ce que le fitness ? C'est une habitude de santé. Donc un domaine adjacent serait la formation d'habitudes. Donc apprendre ce domaine te permettra de t'améliorer dans ton domaine car tu auras désormais une compréhension plus globale, plus holistique et tu constateras que les habitudes sont à la fondation et donc plus proches de la cause que de l'effet. Donc l'effet serait de choisir les exercices parfaits permettant une croissance musculaire optimale. La cause serait la formation d'habitudes qui te pousse à aller à la salle de sport tous les jours par exemple pour créer un momentum maximal. Et donc tu arrives rapidement à la conclusion que le meilleur programme n'est pas celui qui semble le meilleur sur le papier, mais c'est celui qui aide les gens à prendre des habitudes long terme qui s'accumulent au fil du temps. Ainsi, le meilleur programme est celui qui est durable. Bref, tu vois où je veux en venir et comment établir de nouvelles connexions entre différents domaines adjacents au tien te permet justement de contre-intuitivement devenir bien meilleur et bien plus innovant dans ton propre domaine d'expertise. S'il y a 4 ans, lorsque j'ai démarré en tant que freelance dans le montage vidéo, je n'avais pas commencé à explorer des domaines tels que le contenu, le marketing, le copywriting ou même le branding,
eh bien, je n'aurais pas été en mesure de comprendre à quel point le montage représente seulement un tout petit aspect d'un système plus large, ni d'être en mesure de complètement comprendre son rôle et son utilité dans le contexte de la stratégie marketing globale des clients qu'on accompagne aujourd'hui avec notre agence. D'ailleurs, si tu es un coach ou consultant et que tu vends ton expertise en ligne et que tu souhaites que l'on implémente ces systèmes de contenu pour toi, je t'invite directement à cliquer sur le deuxième lien en description et booker directement un appel avec notre équipe. Ce serait l'occasion d'échanger au niveau de toi, ton entreprise, ton activité, tes objectifs et de voir si et comment nous serions en mesure de t'aider. Bref, troisième étape, l'illumination. Ici, une idée refait surface dans notre conscience, souvent à travers ce que nous appelons une intuition ou un insight. Cette troisième étape est celle que l'on a presque tous vécue à un moment donné dans notre vie. Elle peut te frapper lorsque tu es sous la douche, ou après une séance de sport, ou pendant une conversation stimulante avec un ami, ou encore en marchant. C'est ce moment unique où une toute nouvelle idée émerge dans ton cerveau et que tout s'éclaire. Une nouvelle pièce du puzzle s'est révélée et s'emboîte parfaitement là où tu en avais le plus besoin. La plupart des gens entretiennent une relation amour-haine avec cette phase. Ils la jugent imprévisible et incontrôlable. Mais tout le monde est émerveillé devant ce processus incroyable de notre cerveau. Tu n'as pas forcément à attendre passivement en croisant les doigts que ces insights jaillissent. Pour maximiser tes chances d'avoir ces phases d'illumination, tu veux intentionnellement créer de l'espace. Tu veux créer des zones de vide pour que tes meilleures idées puissent naturellement émerger. Si la bande passante de ton cerveau est constamment encombrée, alors comment peux-tu même espérer faire émerger ces nouvelles idées ? C'est justement impossible. Il n'y a pas d'espace. J'ai trop souvent commis cette erreur au début de ma première activité en tant que freelance. Je passais 12 heures par jour devant mon ordi, pensant qu'il s'agissait du meilleur moyen d'obtenir des résultats plus rapides. Mais sans surprise, j'ai été forcé de constater que paradoxalement, cela produisait le résultat inverse. J'avais abandonné ma routine sportive, je ne sortais plus, je négligeais ma santé dans une vaine tentative de gagner quelques euros en plus. Et je n'avais pas compris que lorsque j'étais confronté à un problème, le fait de constamment ruminer dessus le rendait de plus en plus grand au lieu de le voir pour ce qu'il était vraiment. C'est pourquoi tu veux devenir un récepteur. Pour être capable de remarquer ces idées, tu veux prêter attention. Tu veux être aussi réceptif que possible, comme une antenne attendant qu'un signal arrive. Ça peut paraître anodin, pourtant il s'agit d'une routine fondamentale adoptée par beaucoup d'innovateurs et d'entrepreneurs. Par exemple, Jeff Weiner, l'ancien CEO de LinkedIn, prévoyait chaque jour des plages horaires de no time, souvent de 90 minutes allant jusqu'à 2 heures, spécialement consacrées à la créativité et à la réflexion stratégique. Avec pour mot d'ordre durant ces périodes, aucun travail autorisé. Ces périodes de no time l'aidaient à prendre justement plus de recul et donc prendre de meilleures décisions business, en appuyant justement sur cette importance de ne rien planifier, ni travail, ni distraction. Également, Steve Jobs organisait fréquemment des walking meetings pour les réunions importantes et les séances de brainstorming, en particulier dans son quartier de Palo Alto. Comme l'indique justement Walter Isaacson dans sa biographie de Steve Jobs, Jobs invitait souvent les gens à aller marcher pour discuter de leurs idées. Mark Zuckerberg était également connu pour cette pratique du walking meeting. On a également d'un autre côté Bill Gates qui lui était célèbre pour sa Think Week, qui était en réalité une retraite en solo consacrée à la lecture approfondie et à la génération d'idées, qui servait pour lui d'objectifs similaires de pause créative. Enfin, tu veux construire en public. Tu veux montrer ton travail, recueillir du feedback, tester de nouvelles idées dans le monde réel et observer comment ton public réagit. C'est là que tu peux enfin tester cette nouvelle idée sur le terrain, pour la mettre en application, pour la raffiner jusqu'à ce que le problème soit complètement résolu. Travaille sur des projets concrets. C'est la meilleure façon et sans doute la seule façon d'apprendre quoi que ce soit. C'est la dernière étape pour devenir plus créatif. C'est la cerise sur le gâteau. C'est la dernière pièce du puzzle. C'est la dernière phase du cycle de créativité de Henri Poincaré, la vérification. Par exemple, en ce qui me concerne, je suis actuellement en train de tester mes idées. Les vidéos que j'ai réalisées précédemment dans lesquelles j'analyse les stratégies des plus grands créateurs, d'ailleurs je t'invite
allez checker la vidéo juste ici, eh bien, elles sont simplement le résultat de discussions que j'ai eues avec des amis et d'autres entrepreneurs que j'ai ensuite partagées en public. Je voulais voir comment mon audience, donc toi, réagirait. Et donc les questions que je me pose pour valider mon idée en public est tout simplement: est-ce que cela me rapporte plus de clients pour mon agence? Est-ce que cela renforce la confiance et démontre mon expertise? C'est ce sur quoi je veux mettre l'accent lorsqu'il s'agit de la phase de vérification pour confirmer et valider ou invalider la véracité de mes idées. Cela crée une boucle de feedback qui permet de remettre en question sa propre créativité et de déterminer les variables à améliorer. Alors pourquoi tester tes idées à travers ta personal brand est si crucial? Premièrement, on a la responsabilité. Tu construis ton image en public, donc tes pairs respectent davantage tes idées. Cela crée la pression nécessaire pour devenir plus créative. Tu as une audience à servir, tu as un œil extérieur qui te pousse à remettre en question tes propres idées d'une façon que tu ne pourrais jamais le faire en les gardant bloquées dans ta tête. Beaucoup de créateurs et entrepreneurs influents, tels que Naval Ravikant, Alex Hormozy, Elon Musk et bien d'autres, utilisent leur contenu comme une sorte de journal intime en public. Leurs idées sont directement confrontées au public, challengées, puis améliorées. Deuxièmement, on a le risque. La créativité implique de prendre des risques, et le risque est récompensé. Car prendre des risques, c'est explorer l'inconnu. Et c'est dans l'inconnu, justement, que les nouvelles découvertes sont faites. Parce que c'est cela l'innovation, c'est sa définition même. Il n'y a pas de récompense sans risque. Et c'est tout particulièrement vrai pour la créativité. Construire ton branding, créer du contenu, t'exposer au public comporte des risques. Le risque de passer pour un idiot, le risque d'être critiqué, d'échouer, de consacrer du temps et de l'énergie dans la mauvaise direction. Mais c'est justement cela qui crée du sens. Et enfin, on a l'effet de levier. Ta marque et ton contenu agissent comme une espèce d'équipe de mini-agents commerciaux qui travaillent pour toi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour promouvoir ton message, pour promouvoir tes valeurs, ton expertise, et cela s'accumule au fil du temps. Regarde le nombre de personnes que tu touches. Même si cela peut parfois sembler insignifiant, imagine que tu sois un vendeur en porte-à-porte. À combien de portes devrais-tu frapper pour atteindre le même nombre de personnes? Combien de jours ou de semaines te faudrait-il pour atteindre ce même stade qu'avec une seule vidéo? Ton contenu, en revanche, il s'accumule, il se multiplie, il se propage. C'est pourquoi les créateurs qui réussissent ne font pas plus de choses. Ils ne travaillent pas plus longtemps. Ils posent simplement de meilleures questions. Ils identifient les problèmes importants qui méritent d'être résolus et créent de nouvelles solutions innovantes. C'est ce que pour moi signifie être un créateur. Si tu souhaites démarrer ta personal brand à partir de zéro, je t'ai créé un challenge en 14 jours pour lancer ta personal brand influente. Il s'agit du premier lien en description, c'est 100% gratuit. Si tu es un coach consultant établi et que tu souhaites développer ta personal brand et déléguer ces systèmes pour te détacher de l'opérationnel, alors je te laisse directement échanger avec moi-même ou un membre de notre équipe pour voir si et comment nous serions en mesure de t'aider. En attendant, on se dit à la prochaine vidéo. C'était Charlie. Ciao, ciao.